Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Sonia Dumont, je serai votre animatrice ce soir. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville ni de l'arrondissement, mais plutôt une citoyenne qui agira à titre de modératrice ce soir. D'ailleurs, je m'engage à faciliter la participation de chacun et chacune dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à l'invitation pour cette séance d'information publique virtuelle qui porte sur le grand projet de la place des Montréalaises. Un projet important qui rend hommage aux Montréalaises et ce, de façon inclusive. Il témoigne également de leur immense apport dans le développement de la ville. De plus, la place des Montréalaises confirme le statut de Montréal comme une ville de design reconnue par l'UNESCO. Alors, ce soir, la séance vise 3 objectifs. D'abord, de vous présenter le concept d'aménagement de la future place publique. Ensuite, de vous informer sur l'échéancier et les travaux à venir et de répondre à vos questions en un 3e temps. Les présentations seront effectuées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue soit en anglais, soit en français. The presentations will be held in French. If a question is asked in English, it will be answered either in French or in English. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais également vous présenter quelques consignes et principes de base pour le bon fonctionnement de cette séance. D'abord, nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir. Donc, vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont éteints, sauf pour les intervenants et pour moi, bien sûr, l'animatrice. Vos questions seront répondues après la présentation. Donc, pendant 30 minutes, vous pourrez poser vos questions de 2 manières. Soit au micro, à ce moment-là, vous utiliserez la fonction main levée et également en écrivant votre question dans la section questions et réponses. Je vous rappellerai tout ça au moment de la période des questions. Alors, la séance de ce soir est enregistrée. Elle sera disponible sur la page qui est dédiée au projet et ce, sur le site de montréal.ca, ainsi que sur la page YouTube de la ville dans les jours qui vont suivre la séance. Vous pourrez ainsi la visionner de nouveau si vous souhaitez revoir certains éléments de la présentation de ce soir qui comportent, comme vous le verrez, beaucoup de contenu. Alors, permettez-moi de vous présenter le programme de ce soir qui va se dérouler également en 3 temps. Donc, tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à Mme Anuradha Duggal, qui est présidente du Conseil des Montréalaises, suivie de Mme Alia Hassan Cournol, qui est membre du comité exécutif et conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones pour les mots de bienvenue. Ensuite, nous procéderons à la présentation du projet de Place des Montréalaises qui rappellera brièvement le concept et vous expliquera également les travaux à venir ainsi que leurs incidences sur votre quotidien. Nous terminerons finalement avec la période de questions et réponses d'une durée de 30 minutes. Dans la mesure du possible, nous tenterons de répondre à l'ensemble de celles-ci et quelque temps après cette séance, un document colligeant questions et réponses vous sera également partagé par courriel ainsi qu'un sondage d'appréciation. Nous souhaitons terminer cette soirée vers 20 heures. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter Mme Anuradha Duggal, qui est présidente du Conseil des Montréalaises, à vous dire un mot de bienvenue. Madame Duggal. Merci beaucoup, Madame Dumont, et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse, bonsoir à vous toutes et tous. Je suis très heureuse ici ce soir pour cette soirée d'information sur la place des Montréalaises qui a une signification très particulière pour moi. Je suis présidente du Conseil des Montréalaises et le Conseil est l'instance consultative féministe de la ville de Montréal. Il est composé de 15 membres bénévoles qui font des recherches et des recommandations au conseil municipal sur tous les enjeux féministes en lien avec les compétences municipales.
Je suis sûre que vous voyez le lien entre le Conseil et cette nouvelle place. En fait, le Conseil des Montréalaises est impliqué dans ce grand projet depuis 2016. La ville allait fêter son 375e anniversaire l'année suivante et les membres ont proposé de nommer un espace Place de Montréalaise. Pour nous, c'était l'occasion de rendre hommage aux femmes qui ont contribué à l'histoire de Montréal. Et dans les années suivantes, les membres se sont aussi impliqués à différentes étapes du projet. Je vous avoue que nous sommes très fiers de voir cette place prendre forme. En tant que femmes, féministes et montréalaises, nous sommes très heureuses que des bâtisseuses de notre ville, soient reconnues dans un projet d'une telle envergure. Cela fait de Montréal une ville plus égalitaire. Cela fait aussi une belle occasion d'aller se promener dans le vieux Montréal et de parler de nos filles et à nos petites filles et à nos filles, de toutes ces femmes exceptionnelles qui ont contribué au développement de Montréal. Et moi, en tant que mère de garçons plus que fille, j'en profiterai aussi pour leur expliquer l'importance de la ville et des bâtisseuses. Alors, merci de votre présence et je vous laisse découvrir les détails. Merci beaucoup, Madame Dugal. Donc, j'aimerais maintenant inviter Madame Alia Hassan-Cournol, qui est membre du comité exécutif et conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones, à vous adresser également quelques mots. Merci, Madame Dumont. Bonsoir à toutes et à tous. Puis un bonsoir plus chaleureux à Madame Dugal et puis à nos collègues de la ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie qui travaillent depuis des années sur ce projet qu'on est vraiment très fiers de présenter ce soir. C'est un magnifique projet qui va changer non seulement l'image de Ville-Marie, du quartier, mais celui de notre ville. Alors, les travaux vont débuter très, très bientôt. Il y a déjà des travaux connexes qui ont été réalisés, mais maintenant, on entre dans une nouvelle phase. Les choses sérieuses vont être entamées très, très prochainement. Puis, on le sait, hein, les chantiers pour des citoyens et citoyennes, pour les résidents, pour les travailleurs du quartier, et j'en suis parce que je traverse cette place tous les jours pour aller à l'hôtel de ville. C'est parfois déstabilisant et dérangeant, mais soyez assurés qu'on va prendre toutes les mesures en place pour une bonne cohabitation sociale et pour que les mesures diminuent l'impact des travaux. Alors, le concept d'aménagement de la place des Montréalaises a fait le fruit d'une longue démarche de consultation qui a été d'ailleurs assez innovante parce qu'on a marché le quartier avec des riverains, des groupes communautaires, des acteurs du quartier, notamment, je pense notamment au CHUM. Et puis, il a fait également, la place des Montréalaises a fait également l'objet d'un concours international d'architecture pour le paysage multidisciplinaire. Alors, une fois terminé, ce projet va, je le disais, radicalement modifier l'image du quartier, l'image autour de l'hôtel de ville. On va faire place à un design audacieux, puis vous allez voir, les images sont vraiment à couper le souffle. Ça va changer aussi tous les abords du métro Champ-de-Mars, le prolongement avec le Champ-de-Mars, l'hôtel de ville, et non seulement on va redonner les lettres de noblesse de ce quartier, du patrimoine qu'il y a, de celui de l'hôtel de ville, de la place Vauquelin, à travers la modernité et un design vraiment audacieux, comme je le disais, et tout ça en verdissant Montréal. Donc, on est vraiment dans une approche extrêmement intéressante au niveau de l'architecture et du paysagement de la place des Montréalaises. Et évidemment, comme jeune élue du conseil municipal, un conseil municipal où on a brisé des plafonds de verre en voyant une première mairesse de Montréal et beaucoup d'élus à ce conseil, c'est particulièrement important et même émouvant d'être à cette première séance d'information. C'est une place qui va évidemment rendre hommage aux Montréalaises et aux victimes du féminicide de la Polytechnique. C'était essentiel pour notre administration d'avoir ce marqueur, d'avoir cet hommage, de se souvenir de ces événements et du chemin parcouru pour les Montréalaises.
Et puis, on va également rendre hommage à des bâtisseuses de la ville de Montréal. Donc, c'est non seulement un endroit symbolique, mais qui va être empreint de l'histoire des femmes et des bâtisseuses de la ville de Montréal. Et puis, je suis conseillère désignée aussi de Ville-Marie et on a porté une attention très, très particulière à l'ADS+, dans ce projet, hein, l'ADS+, ou l'approche intersectionnelle, l'approche différenciée selon les sexes, pour s'assurer que cette place soit à la portée de toutes et tous, des petits, des grands, des personnes aînées, des personnes racisées, des mamans, des touristes, des travailleurs, des résidents du quartier. Et on a optimisé à cet égard les parcours piétons qui sont accessibles universellement. On a fait des efforts de sécurisation des aménagements pour que toutes et tous se sentent en sécurité à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit sur cette place. Et puis, évidemment, toute cette... l'ADS+, ça a aussi été dans la démarche. On s'est assuré d'avoir tout type de représentants et de Montréalais, Montréalaises autour de la table pour penser le design, l'architecture et l'aménagement paysager de la place des Montréalaises. Donc, à toutes les équipes de la ville de Montréal et à tous nos partenaires qui se sont engagés dans ce projet, merci, puis bravo, c'est magnifique ce qui s'en vient dans Ville-Marie. Alors, je laisse place aux experts et puis au dévoilement des images et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Hassan Cournol. Donc, j'invite maintenant Anne-Julie Lapensée, qui est architecte paysagiste au service des grands parcs, des grands parcs du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal, à vous présenter le concept d'aménagement. Donc, Madame Lapensée, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, Anne-Julie Lapensée, je vais être la co-chargée de projet pour la réalisation des travaux de la place des Montréalaises. J'ai également participé à tout le volet conception. Donc, c'était dans mon équipe. Donc, on a supervisé tout le développement du projet que je vais vous présenter maintenant. Donc, tout d'abord, pour faire une petite mise en contexte. Alors, juste pour vous situer, en fait, la place des Montréalaises, donc c'est le site qui borde la station de métro Champ-de-Mars. Donc, on est entre l'avenue Vigée, l'avenue Hôtel de Ville, la rue Saint-Antoine et la rue Sanguinet. Et on borde en fait la façade des bâtiments du centre de recherche du CHUM. La place se situe au-dessus de l'autoroute Ville-Marie. Et on a également la bretelle de sortie Berry de cette autoroute qui va rejoindre la rue Saint-Antoine, donc qui passe au travers du site. Les travaux vont également se dérouler dans une petite partie du secteur Champ-de-Mars à l'intersection des rues Saint-Antoine et Gosford. Donc, si on fait un petit historique, comme on l'a mentionné, ça fait plusieurs années que la Ville travaille sur ce projet-là. Donc, tout d'abord, la place des Montréalaises, en fait, ça s'inscrit dans un projet plus global qui est la valorisation du secteur Champ-de-Mars. Donc, ça a débuté dès 2014 avec une démarche de participation citoyenne. Il y a eu des ateliers de conception participative avec les Montréalais. Puis de cela a découlé un diagnostic, une vision, puis plusieurs objectifs d'aménagement pour le secteur Champ-de-Mars, parmi lesquels on retrouvait l'aménagement d'une nouvelle place publique aux abords de la station de métro Champ-de-Mars. Pour la place des Montréalaises comme telle, pour le 375e anniversaire de la ville, le ministère des Transports a voulu faire un leg, donc on recouvert la portion de l'autoroute Ville-Marie qui est dans ce secteur. Puis, en même temps, la Ville, comme on l'a mentionné, a lancé un concours international d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour l'aménagement de la place. Puis, ce concours a été remporté par le consortium Lemay, Angela Silver et SNC-Lavalin. Donc, depuis 2018, il y a eu un développement de cet aménagement-là, puis on a lancé l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux. Parallèlement à ça, il y a eu plusieurs petits travaux préparatoires dans le secteur, donc quelques recherches archéologiques, une décontamination des sols, le tunnel piétonnier qui reliait anciennement la station de métro au Champ-de-Mars, donc la petite partie à proximité de l'hôtel de ville a été abandonnée. Également, la STM a fait quelques travaux dernièrement là, pour réparer la membrane
imperméabilisation de son tunnel. Donc, tel qu'on l'a mentionné aussi, il y a eu plusieurs marches exploratoires sur le site avec différents groupes riverains et communautaires. En fait, le but, c'était de présenter l'aménagement à venir puis de discuter avec les gens, justement, qui étaient concernés par ce site-là, qui l'utilisaient un peu, de prendre le pouls de tous puis de discuter des enjeux que tout le monde rencontrait. Oups, pardon. Donc, ce qui a aussi contribué au développement de l'aménagement, en fait, c'est qu'il y a de nombreuses parties prenantes impliquées dans le projet, puis on a collaboré avec eux depuis plusieurs années. Donc, vous en avez quelques-unes ici pour ne pas toutes les nommer. Donc, bien sûr, le ministère des Transports et la Société de transport de Montréal. L'arrondissement Ville-Marie qui va entretenir et faire vivre la place après les travaux. Le CHUM, le CR-CHUM qui sont nos voisins, Bell Canada, la Commission des services électriques qui ont des infrastructures présentes sur le site. Plusieurs services centraux à la ville ont été impliqués. Puis, comme je le disais, de nombreux groupes de riverains et des groupes communautaires du quartier. Ce qui a aussi influencé le développement de l'aménagement, c'est les différentes contraintes puis l'environnement de ce lieu-là. Donc, je le disais tantôt, on est sur l'autoroute Ville-Marie et au-dessus du tunnel du métro. Donc, il y a une infrastructure souterraine qui est très imposante. Puis, ça fait aussi que le site a une certaine capacité portante qui est plutôt limitée. Un des objectifs aussi principaux de l'aménagement, c'était d'offrir un chemin piéton accessible universellement et sécuritaire pour tous, donc pour aller de la station de métro au Vieux-Port ou vice-versa, sans avoir à enjamber une bretelle d'autoroute ou de traverser en courant une rue. On a pris en compte également les conditions climatiques. Donc, c'est un site qui est assez venteux, puis qui est très ensoleillé l'été. Donc, on voulait être sûr de s'assurer un environnement qui était confortable par le nouvel aménagement. On a 2 petits bâtiments existants, puis la station de métro, puis il y a aussi le ministère qui a un petit édicule qui sert pour l'entretien de l'autoroute ou en cas d'accident. Le bâtiment, justement, du centre de recherche du CHUM, qui est un voisin immédiat, puis la cité administrative, donc la proximité du Champ de Mars, puis de l'hôtel de ville qui offre un visuel architectural qui est beaucoup plus patrimonial, puis qui a sa propre identité. Est-ce que c'est possible de switcher de diapositive? Merci. Donc, une autre encore. Donc, vous voyez ici l'aménagement général du site. Donc, pour vous situer, le petit carré gris à gauche de la photo, c'est le toit de la station de métro. Donc, on est proche de l'avenue Vigée. Vous voyez par après un grand triangle dont je vais vous présenter un petit peu plus loin les images plus détaillées, qui est le plan incliné, donc l'axe de circulation qui va permettre de se rendre vers le Vieux-Montréal. Donc, plus loin, vous voyez le Champ de Mars et l'hôtel de ville. De part et d'autre du site, vous allez remarquer on a une végétation qui est vraiment plus abondante. Donc, il y a plus de 150 arbres qui vont être plantés, de nombreux arbustes, de nombreuses vivaces, un peu pour recréer une ambiance de sous-bois puis de forêt. Vous allez voir aussi, il y a des axes piétons beaucoup plus élargis, plus importants. Et des éléments, justement, comme on disait tantôt, l'idée de la place des Montréalaises, c'est de rendre hommage aux Montréalaises, aux victimes du féminicide de la Polytechnique, aux pionnières. Donc, je vais vous présenter tantôt les différents éléments pour cet hommage. On peut changer la diapositive. Merci. Donc, juste pour vous situer un peu dans les prochaines diapositives, je vais vous parler justement du plan incliné. Donc, ça se trouve à être la structure qui passe au-dessus de la bretelle et de la rue Saint-Antoine. Puis, quand je parle de la passerelle Champ de Mars, donc c'est la portion du plan incliné qui atterrit sur le Champ de Mars. Alors, vous avez ici un petit visuel là, du avant-après, donc la situation actuelle, puis la situation projetée après les travaux. C'est pour vous montrer, en fait, un des aménagements majeurs qu'il va avoir. En fait, c'est justement, on va recouvrir la bretelle d'autoroute qui traverse notre site, qui crée une coupure. Donc, on a une partie qui va être un îlot de végétation assez massif, puis le fameux plan incliné qui permet de se rendre dans le Vieux-Montréal. La passerelle Champ de Mars, donc l'extrémité du plan incliné qui arrive vers l'hôtel de ville. Donc, on voyait à gauche, il y avait l'ancien édicule justement du tunnel piéton qui a été démoli dernièrement.
Donc, vous voyez ici, il a complètement disparu. Donc, il va rester une petite entrée de service pour l'hôtel de ville qui est beaucoup plus minime comme impact visuel puis qui permet d'avoir une vue vers le Champ de Mars. Et la passerelle du plan incliné va venir se déposer par-dessus. Alors, pour l'hommage aux Montréalaises, l'un des premiers éléments phares de l'hommage, en fait, c'est le miroir. Donc, ce miroir-là, il va venir englober le petit édicule du ministère des Transports que vous voyez à côté, qui est plutôt gris. Donc, on vient l'encercler carrément avec une surface miroir. En fait, à la hauteur des yeux, vous allez voir de manière perforée dans le miroir, ça va être les noms justement des pionnières et des victimes du féminicide de la Polytechnique. Et ça permet à la fois de plus on se rapproche, plus on se voit dans le miroir. Donc, c'est un peu une réflexion puis une manière de se sentir un peu en contact avec ces femmes-là. Puis tranquillement, au fur et à mesure qu'on s'éloigne et en hauteur, les lettres viennent se morceler pour créer plusieurs prénoms féminins aléatoires ou des bribes de prénoms. Le deuxième élément hommage de l'aménagement, en fait, dans le plan incliné, il va y avoir un grand emmarchement, un peu comme des gradins, sur lequel les contre-marches, on va venir retrouver les lettres du miroir qui ont été en fait perforées, comme je disais, enlevées, qui vont venir se retrouver ici. Donc, c'est pour faire un lien entre les deux éléments, puis encore une fois, refléter des bribes de prénoms de femmes. Et le troisième aspect pour rendre hommage aux femmes, donc le prix Fleury, qui se trouve au-dessus du plan incliné, qui est en fait comme un immense bouquet de fleurs offert en hommage aux Montréalaises. Il va y avoir une très grande variété de vivaces et de graminées qui vont être plantées, donc plus de 20 variétés différentes. Puis le but, c'est d'offrir une floraison constante. Donc, du printemps à l'automne, d'avoir des plantes qui alternent en floraison, de créer un effet un peu comme un toit vert. Et en même temps, on vient créer une forme de belvédère qui offre un point de vue sur le centre-ville. Et vous voyez au centre, il y a comme une perforation. En fait, ça, c'est pour un peu vous donner encore plus, renforcer votre sentiment de flottaison au-dessus de la ville, puis vous permettre d'avoir un point de vue sur ce qui se passe en dessous, donc qui est ce qui se passe sur la rue Saint-Antoine. Le bâtiment, donc également, on va avoir un petit bâtiment qui est un petit peu, il est camouflé en fait, sous le plan incliné, donc il y a seulement sa façade qui va être visible. Ce bâtiment-là, il va servir principalement à l'arrondissement, donc pour eux, ça va être un lieu d'entreposage pour le matériel d'entretien pour la place des Montréalaises. Et dans l'autre petite partie, il va y avoir une toilette auto-nettoyante qui va être accessible au public. Donc, ce type de toilette-là, on en voit un peu dans le quartier déjà. L'axe Champ de Mars, donc je vous parlais tantôt de grands axes piétons larges, bordés de végétation assez dense. On le voit ici, donc un peu, comme je disais, rappeler un peu l'expérience du sous-bois. Puis, on va retrouver un grand banc linéaire qui va permettre de s'asseoir, de se reposer ou de même juste prendre le temps d'apprécier la végétation. Donc, l'avenue Hôtel de Ville, en fait, elle est déjà fermée à la circulation depuis un petit moment. Donc, c'est que les piétons qui peuvent y passer. Donc, on maintient cette idée-là, mais on renforce le principe en l'intégrant à la place des Montréalaises. Donc, elle va carrément devenir... c'est un agrandissement de la place, en fait. Puis, on vient y ajouter un axe cyclable, donc entre l'avenue Vigier et la rue Saint-Antoine. Ça permet de rejoindre les deux pistes cyclables qui sont déjà existantes sur ces deux rues-là. Puis, encore une fois, on est bordé d'une grande végétation, donc pour offrir un confort certain pour circuler. La même chose pour la rue Sanguinet, qui est également déjà fermée à la circulation automobile. Donc, ce principe-là s'applique encore, on l'intègre à la place. Ça va être dans cet axe-là qui est à proximité de la station de métro qu'on va pouvoir aller vers la toilette auto-nettoyante dont je vous parlais tantôt. On va également trouver un espace un peu plus libre où il va y avoir du mobilier amovible comme des tables, des petites chaises pour pouvoir s'installer, des grands bancs. Et également, c'est déjà une zone qui est utilisée un peu pour ça, donc pour pouvoir aller sur l'heure du dîner, prendre un petit lunch, des tables à pique-nique avec un accès pour les personnes en fauteuil roulant, plusieurs supports à vélo.
Encore une fois, plusieurs arbres sont plantés, il y a beaucoup de végétation. Comme je vous disais plus tôt, c'est un endroit qui est très ensoleillé, qui peut être très chaud l'été, donc ça va permettre d'offrir un petit peu de fraîcheur. La rue Saint-Antoine, donc là, encore une fois, si vous regardez vers la droite, on a un trottoir qui est plus large où ça va être plus agréable de circuler, bordé d'une végétation massive. Et puis, donc on voit ici, merci. Donc, vous voyez aussi, on se dirige vers le dessous du plan incliné. Donc, si on retourne aux photos qui étaient en dessous. Merci. Donc, on voit à partir, là, on est comme dans le talus du Champ de Mars, donc on voit le dessous du plan incliné, puis les gens qui sont au-dessus, puis qui peuvent profiter de la vue sur le centre-ville. Donc, comme on vous disait tantôt, ce concept d'aménagement-là, il est issu d'un concours, puis depuis, on a travaillé très fort pour le bonifier. Donc, vous voyez à droite l'évolution entre le plan qui a remporté le concours en 2018, puis le plan d'aménagement qui va être construit dans les prochaines années. Donc, en résumé, on a ajouté l'avenue Hôtel de Ville à la place. On a augmenté le nombre de surfaces végétales et le nombre d'arbres. Donc, il y a plus de 50% de la superficie de l'espace de la place publique qui va être recouvert de zone verte. Parfait. Le plan incliné a été optimisé, donc on le disait, c'était vraiment important d'offrir un parcours qui était confortable et accessible pour tous. On a ajouté un belvédère pour pouvoir profiter du point de vue. Les intersections vont être sécurisées et harmonisées, si on veut, à l'aménagement qui va être pour que tout fonctionne ensemble. Optimiser les parcours piétons, justement, pour l'accessibilité universelle. La stratégie d'hommage aux Montréalaises a été revue pour être beaucoup plus inclusive, pour que toutes les Montréalaises se sentent concernées, toutes les femmes se sentent concernées. On a ajouté un lien cyclable dont je vous parlais tantôt. Puis, on a harmonisé justement l'atterrissage. Donc, on vient se déposer dans le Champ de Mars, qui est un secteur très historique, patrimonial. Donc, on voulait s'assurer que le tout soit harmonieux et intégré. Donc, brièvement, les bénéfices de cet aménagement. Donc, ça devient, comme le tunnel piéton qui existait a été abandonné, donc ça devient le seul lien accessible universellement entre la station de métro Champ de Mars et le Vieux-Montréal. Puis, c'est sécuritaire aussi, donc on n'a pas à traverser la bretelle d'autoroute, comme je le mentionnais tantôt. C'est un nouvel espace public qui est ajouté au secteur, qui a plus de 2 hectares, puis qui est dédié à la population montréalaise. Donc, on augmente le verdissement, on réduit les îlots de chaleur, par le fait même, on assainit l'air. Par le grand nombre de végétaux qui vont être plantés, on va enrichir la biodiversité du secteur. L'aménagement favorise l'inclusion de toutes les populations, comme on en a parlé en début de séance, puis ça contribue justement à la banque de noms toponyme L de Montréal. Donc, c'est une place publique qui porte un nom féminin. Augmentation de la mobilité durable, donc le lien cyclable dont je vous parlais tantôt, mais aussi plusieurs supports à vélo, la bonification des stations Bixi qui vont être électrifiées et il va y avoir aussi une borne de réparation pour les vélos. Ça permet d'offrir un point de vue vraiment inédit sur le centre-ville, sur la cité administrative. On met en valeur le patrimoine architectural, dont notamment la verrière Martial Ferron, qui est en fait le mur de verre que vous voyez quand vous sortez de la station de métro Champ de Mars. Puis, on vient affirmer Montréal comme ville UNESCO de design, donc c'est un aménagement très audacieux, autant par ces ouvrages d'art qui vont être construits que par le concept d'architecture de paysage qui a été développé. Merci beaucoup, Madame Lapensée, pour la présentation du concept. On va poursuivre avec M. Hamza Jaber, qui est chargé de projet au service des infrastructures et du réseau routier de la Ville de Montréal. Donc, il va vous présenter la vue d'ensemble des travaux. À vous, M. Jaber. Merci. Bonjour, Hamza Jaber, chargé de projet à la Ville de Montréal pour la réalisation des travaux. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter certaines informations liées au projet. Suite à un appel d'offres public, l'entrepreneur Construction Génix a été retenu pour réaliser les travaux. Le budget alloué pour la réalisation des travaux est de 74,4 millions de dollars. Le projet, il s'échelonne sur 3 ans. L'entrepreneur s'est mobilisé ce lundi, le 21 mars, et il complétera les travaux en décembre 2024. Durant cette période, il y aura 2 pauses hivernales.
Durant ces pauses hivernales, il n'y aura pas de travaux. Donc, les pauses hivernales, ils vont du mois de décembre jusqu'au mois de mars inclusivement. Au niveau de l'horaire de travail de base, c'est de 7h à 17h30, du lundi au vendredi. Et pour certains travaux très spécifiques, il y aura des travaux de nuit et de fin de semaine. Donc, pour qu'on puisse arriver vraiment à l'aménagement qu'on a vu avec ma collègue Anne-Julie, il faut passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, on commencera par le recouvrement de la bretelle d'autoroute Berry. Par la suite, il y aura la mise en place du plan incliné qui sera sur la rue Saint-Antoine. Par la suite, on construira la passerelle Champ de Mars et le bâtiment technique qui est situé au nord de la bretelle. Et bien sûr, étant donné qu'on revoit tout l'aménagement de la place, il y aura des travaux civils qui vont inclure la relocalisation des puisards et des regards dans la place. Il y aura bien sûr des travaux d'aménagement, comme on a vu, il y a pas mal d'arbres et des prés fleuris. Et il y aura d'autres travaux connexes de Bell Canada et de la Commission services électriques de Montréal. Donc, si on veut vraiment mettre ça plus visuel, quand on parle du recouvrement de la bretelle Berry, on parle vraiment de l'encadré en bleu. Le recouvrement sera construit de plusieurs petits pans. On parle au total à peu près 8 pans. Quand on parle du plan incliné, c'est vraiment la figure qui se forme de triangle en orange. Quand on parle de la passerelle Champ de Mars, c'est celle qui se situe dans le coin Saint-Antoine et Gosford en vert. Et quand on parle du bâtiment technique, c'est celui qui est au-dessus de l'encadré bleu en mauve. Donc, pour qu'on puisse réaliser ces travaux-là, je pense que tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qu'on va réaliser à chaque année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste donner un petit exemple pour faciliter la compréhension des prochaines diapositives. Par exemple, pour construire une maison, on commence toujours par les fondations. Par après, on met nos murs. Par après, on met nos solives et on met notre toit. C'est pareil pour les structures. On commence toujours par les fondations, ce qu'on appelle les fondations profondes. Par après, il y a les fondations apparentes, on met les colonnes et les chevêtres. Par après, il y a les poutres et la dalle de béton qu'on appelle le tablier. Donc, si on revient vers le projet, en 2022, ça sera l'année vraiment pour la mise en place des fondations. Donc, on mettra nos fondations profondes qui sont sous forme de pieux forêts. Il y en aura 42 pieux au niveau de la bretelle Berry, 7 au niveau du plan incliné qui est au-dessus de Saint-Antoine et 9 pour le bâtiment technique. J'aimerais apporter votre attention par rapport aux pieux forêts. Je sais que là, tout le monde connaît plus les pieux battus qu'on voit au centre-ville. Les pieux battus, c'est quoi? C'est vraiment des pieux qui sont enfoncés à l'aide d'une masse dans le sol. Donc, il y a une masse qui est mise sur les pieux pour les enfoncer dans le sol. Par contre, les pieux forés, c'est vraiment une foreuse qui prend le pieu, qui le fore et qui l'enfonce dans le sol. Si je fais une petite analogie très rapide, c'est comme si vous prenez en fait un vis et que vous essayez d'enfoncer dans le mur avec un marteau versus un vis que vous essayez de tourner avec un tournevis. Vous savez, avec cette analogie-là, on comprend très rapidement notre choix des pieux forés. Tout simplement, ça a été choisi pour vraiment minimiser l'impact sonore sur nos citoyens. Par après, lorsqu'on aura complété nos fondations profondes, on passe aux fondations apparentes, qu'on appelle, si je fais en fait l'analogie avec la maison, c'est nos murs porteurs. Donc là, on va construire nos colonnes de la bretelle et nos chevêtres de la bretelle. Durant cette année aussi, il y aura la fabrication des poutres. La fabrication des poutres sera réalisée plus à l'usine. Pour la simple et unique raison, c'est dans la même optique en fait pour minimiser l'impact sur nos citoyens et pour minimiser aussi la durée des travaux au chantier. Bien sûr, durant la même année, il y aura plusieurs travaux connexes. On parlait tout à l'heure des travaux civils et aussi des travaux de Bell et Commission et CSM. En 2023, c'est l'année vraiment de la mise en place des tabliers. Si vous vous rappelez un peu de mon exemple tout à l'heure de maison, tablier, c'est vraiment les solives et le toit. C'est pareil aussi pour les structures. Donc là, en 2023, pour la bretelle d'autoroute Berry, qui est composée de 8 petits pans, on va mettre nos poutres qu'on a fabriquées en 2022. Donc, on va les mettre sur la bretelle. Par après, on va venir couler la dalle en place. Durant 2023 aussi, on va travailler sur le plan incliné. On va commencer par notre colonne principale qu'on voit dans l'image en bas. Si vous voyez la colonne en tant que telle, c'est vraiment une œuvre d'art. Elle a un aspect architectural un peu spécial. On voit, c'est comme une main qui retient vraiment le plan incliné. Par après, on va couler la dalle du plan incliné.
Et aussi, il y aura en fait la mise en place de plusieurs éléments qui seront fabriqués en usine, comme le garde-corps et aussi les éléments en verre qu'on voit dans l'image en haut, qui vont vraiment former l'espace circulaire où il y aura les pré-fleuris. Toujours en 2023, là, on va construire la passerelle Champ-de-Mars. Si vous vous rappelez un peu de mon plan de départ, la passerelle Champ-de-Mars, c'est la passerelle en verre. Donc, ce qu'on va mettre, on va mettre en place le remblai qui va jouer en fait la fondation. On mettra nos murs de soutènement et on viendra mettre le module de la passerelle qui lui aussi sera construit à l'usine. En 2023, on complétera les travaux sur le bâtiment technique et on poursuit quand même, vu qu'on utilise toute la place, on continue nos travaux de CSM et de BEL. En 2024. Donc, en 2024, ce sera vraiment l'année des aménagements. Avant de commencer les aménagements, tout à l'heure, ma collègue vous a expliqué qu'on est à l'est et à l'ouest, on est, ou à gauche, à droite, là, si on peut le dire, là, on a deux ponts qu'il faut vraiment réparer et aménager. Donc, on va commencer en 2024 par les réparer pour qu'on puisse ajouter les aménagements. Il y aura l'installation du miroir hommage. Il y aura aussi tout l'aménagement de toute la place, c'est-à-dire tous les arbres seront plantés, les fleurs, le mobilier aussi, on parle des bancs, des tables, et on mettra en marche notre éclairage. Ici, ça va juste, c'est une image qui montre le plan incliné, qui montre comme quoi on voit les bancs qui sont mis en place. On voit aussi certains éléments qui sont quadrillés, qui forment vraiment le cercle, sont tous des éléments préfabriqués qui sont mis en place. On voit aussi le garde-corps. Au niveau des aménagements, il y aura l'escalier hommage qui sera mis en place. Tout l'escalier, il sera préfabriqué aussi en usine. On vient venir juste les installer. C'est comme des morceaux de Lego qu'on vient mettre un à côté de l'autre. Et aussi, ce qu'on voit un peu plus en bas, on voit la rampe qui commence à partir de ces niveaux-là pour faire le tour plus à droite et remonter plus en haut. Donc, juste pour résumer, ce qu'on se parlait, la passerelle Champ-de-Mars, on le voit ici à gauche de l'écran. On voit le plan incliné qui est sur l'avenue Saint-Antoine. On voit le recouvrement de la bretelle, on voit la sortie, et le bâtiment technique. Donc, pour qu'on puisse réaliser vraiment tous ces travaux-là, c'est sûr, il y a de la gestion de la mobilité qu'on a prévu pour toutes les étapes du projet. Tout d'abord, si on regarde la gestion des piétons, on est proche de la station Champ-de-Mars. Ce qu'on voit en assuré, c'est vraiment notre zone de chantier. Donc, les piétons vont sortir de la station Champ-de-Mars, ils vont tourner à gauche, ils vont longer la rue Vigée, puis tourner à gauche sur Hôtel de Ville. Pour faciliter le déplacement de nos citoyens, on a mis certains panneaux qui seront mis en place pour montrer le chemin que les piétons doivent entreprendre. Comme vous le savez, étant donné qu'on travaille sur la bretelle Berry, qu'on travaille sur le couvrement de la bretelle Berry, donc sûrement il y aura des fermetures qui sont prévues. En fonction de la séquence des travaux, des fois on va fermer la voie de droite, des fois on va fermer la voie de gauche, mais on va garder quand même une voie de circulation durant le jour. Pour des travaux bien spécifiques, il y aura une fermeture complète de la bretelle. Cette fermeture-là sera plus de nuit et de fin de semaine. Si je prends l'exemple des travaux qui sont réalisés de nuit, ce sera certains puits au niveau de la bretelle et aussi certains poutres qu'il faut mettre au niveau de la bretelle. Il faut comprendre comme quoi c'est pour des enjeux de sécurité et aussi pour minimiser aussi l'impact sur nos citoyens. C'est pour la raison pour laquelle on ferme de nuit et de fin de semaine. Si on passe sur Saint-Antoine, c'est pareil. En fonction des séquences des travaux, on va fermer la voie de droite ou la voie de gauche. Le couloir piéton, il y aura un couloir qui sera aménagé pour les piétons et pour les vélos. Tout dépend dans quelle phase on sera situé. Et en 2023, il y aura une fermeture complète de Saint-Antoine.
Durant la fermeture complète de Saint-Antoine, il y aura un chemin de détour pour la circulation et pour les piétons et pour les cyclistes. La fermeture de 2023, et on parle à peu près d'environ une dizaine de jours. Si on passe à la dernière rue, ce qui est Vigée, donc on va commencer en 2023 par une fermeture de voie de gauche. Cette fermeture-là, elle sera requise principalement pour faire l'aménagement au nord de la place. Et il y aura une fermeture complète qui est prévue aussi en 2023, qui est à peu près d'environ une dizaine de jours. Durant cette fermeture-là, la piste cyclable restera accessible et aussi le métro aussi dans toutes les étapes et durant toute la durée du projet, le métro Champ-de-Mars restera accessible en tout temps. Merci beaucoup, M. Jabert, pour la présentation. Alors, j'inviterai la dernière intervenante avant la période de questions. J'inviterai Audrey Deblois, qui est chargée de communication, à venir vous présenter les outils de communication qui seront déployés pendant les travaux. Oui, merci, Mme Dumont. Donc, je vais vous présenter brièvement les outils de communication qui seront déployés pendant les travaux. Donc, tout d'abord, vous avez accès à une ligne de renseignement en composant le 514-872-3777. Des agents pourront vous répondre là, du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et la fin de semaine de 9h à 17h. En dehors de ces heures, vous pouvez toujours composer le 3-1. Il y a également des avis de travaux et des lettres informatives qui sont distribuées porte à porte aux résidents et aux institutions qui sont situées à proximité du chantier. Ces communications-là sont distribuées lors des changements de phase et lors des modifications à la circulation. Si toutefois vous résidez plus loin, vous habitez plus loin que la zone des travaux et que vous voulez avoir toute l'information sur le chantier, vous pouvez toujours vous rendre sur le site internet montréal.ca et rechercher Place des Montréalaises. Vous trouverez 2 pages web dédiées au projet de la Place des Montréalaises. Donc, la première page va vous expliquer un peu le concept qu'on vous a parlé plus tôt. Et la deuxième page, qui est mise à jour régulièrement, regroupe l'ensemble des avis de travaux et des communications de chantier. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la présentation. Je laisse la parole à notre animatrice. Merci beaucoup, Audrey. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions et réponses. Je vous rappelle le fonctionnement. Je sais que certains ont déjà commencé à écrire leurs questions dans l'icône questions et réponses. Vous pouvez également utiliser l'icône lever la main pour poser votre question. À ce moment-là, on ouvrira votre micro et j'ai des intervenants ici qui sont présents. En plus des personnes qui ont déjà présenté concepts, travaux et outils de communication. Donc, ils répondront à vos questions. Ils sont de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie. Alors, s'il y a des mains levées, je vais commencer par les mains levées. Sinon, je n'en vois pas. Alors, je vais commencer par la première question. C'est possible, évidemment, que les intervenants vont répondre de façon succincte en 1 à 2 minutes, mais il est possible qu'on ne puisse pas vous donner toute l'information ce soir. Ne vous inquiétez pas. Vos questions seront colligées et ils seront répondus dans un document qui vous parviendra quelque temps après la séance de ce soir par courriel ainsi qu'un sondage. Alors, première question, je suis désolée si je me détourne un peu le visage parce que je vais lire la question sur un autre écran. Donc, la question est posée par Mme Fiona Ham qui demande « Bonjour, j'aimerais savoir où nous en sommes par rapport à la demande d'un marché 24/7 comme à la station Mont-Royal et Côte-des-Neiges. » Donc, c'est une question en lien avec l'animation, bien sûr. J'inviterai Marie-Joëlle Corneau, qui est agente culturelle à l'arrondissement de Ville-Marie, peut-être de répondre. Bonsoir. C'est une excellente question pour laquelle je n'ai pas la réponse, malheureusement. Le marché ne relève pas de la division culture, donc je vais aller à la recherche de l'information, puis on vous la communiquera dans le document à venir. Merci, merci Mme Corneau. La prochaine question, elle est en lien avec le réseau Express Vélo, puis après ça, j'irai à la main levée. Elle est posée par M. Christopher McCray qui demande, qui dit « Merci pour la présentation, c'est un très beau projet.
est-ce que les pistes projetées du réseau Express Vélo seront aménagées sur Saint-Antoine et Vigée en même temps que les travaux de la place des Montréalaises? Peut-être que M. Jabert pourrait initier une réponse. Oui, merci. Pour minimiser en fait l'impact sur nos citoyens, on a décidé que le rêve entre Saint-Laurent et Gosford et Saint-Denis en fait ne sera pas réalisé en même temps que nos travaux de la place des Montréalaises. En dehors de ces zones-là, le réseau sera réalisé quand même selon la planification prévue. Merci, M. Jabert. Est-ce qu'il y avait d'autres nécessités de précision? C'est complet? Bon, en fait, je voulais juste rajouter, dans le fond, là, que comme M. Jabert l'a mentionné, là, on a un projet du réseau Express Vélo qui devrait commencer à l'automne entre Saint-Laurent et Square Victoria. Et puis, ce projet-là est séparé du projet de la place des Montréalaises, mais va être réalisé en automne 2022, début 2023. Parfait. Merci, M. Nguyen. M. Nguyen est ingénieur à la coordination opérationnelle de la circulation au service des infrastructures et du réseau. Alors, j'avais une main levée. J'ai M. Collin. Je ne sais pas si c'est la même question qui est déjà dans la question-réponse, peut-être. M. Collin. Oui, bonsoir. Oui, j'ai posé la question de manière écrite également, mais je vais la poser rapidement. De manière orale sera plus simple et plus conviviale. Donc bonjour à tous déjà et vraiment très beau projet. Merci à tout le monde. Je suis très heureux d'avoir ce genre de projet qui se développe au sein de Montréal. J'habite juste en face là sur la rue Gosford, donc je vais être concerné directement là, par le projet comme vous pouvez imaginer. Et j'ai bien aimé l'idée des bouquets de fleurs en cadeau aux femmes de Montréal. Et je me demandais si vous avez, parce qu'on voit beaucoup d'arbres, ce qui est vraiment génial, mais je me demandais si vous aviez pensé à mettre des arbres avec de la floraison comme des sakuras, enfin des cerisiers japonais. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez recouvrir toute l'autoroute Ville-Marie aussi en parallèle, de manière à avoir un espace de verdure beaucoup plus étendu, incroyable et beaucoup moins de pollution sonore et de pollution liée à l'automobile également. Merci beaucoup. Pardon. Merci pour votre question, M. Collin. Je pense que c'est Mme Lapensée qui va être la mieux placée pour y répondre. Oui, ben, je peux répondre pour le choix des espèces. En fait, les arbres, c'est des espèces qui vont résister aux conditions du site, là, donc qui sont très venteuses, qui sont très ensoleillées, beaucoup de poussière et tout ça, la condition très urbaine. Donc, non, ce n'est pas des espèces qui ont des floraisons très marquées. Par contre, le but aussi, c'était de maintenir un impact sur le plan incliné puis le bouquet de fleurs. Donc, la floraison va vraiment être là, puis visuellement, c'est là qu'on voulait qu'elle ressorte. Puis, comme je l'expliquais, pour les parties un peu plus boisées, ça va être plus l'ambiance forestière et donc des végétaux, des arbres qui fleurissent de façon plus discrète. Donc, au nord et au sud. Mais oui, ça va être fleuri sur le plan incliné et très végétalisé ailleurs quand même. Merci beaucoup, Mme Lapensée. Peut-être que M. Jabert, pour la deuxième portion de la question de M. Collin. C'est sûr, on n'a pas toutes les réponses pour savoir si on va recouvrir toute l'autoroute, mais on peut vous revenir avec plus de précision, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment planifié. Merci à vous deux. Donc, la prochaine question, elle vient d'Édith Olivier qui demande, en lien avec une œuvre d'art. Donc, est-ce qu'avec ce projet, nous n'avons pas pensé à un concours pour intégrer une sculpture ou une œuvre d'art publique? Peut-être Mme Lapensée de nouveau? Oui, en fait, le concours était vraiment pour cibler l'aménagement général de la place. Donc, c'était, comme on le mentionnait, cibler l'architecture de paysage, mais pluridisciplinaire pour toutes les autres disciplines impliquées. Puis l'hommage aux Montréalaises à travers le miroir, le plan incliné, a été proposé par les concepteurs. Donc, ce n'était pas un concours qui ciblait une œuvre d'art comme telle, mais vraiment l'aménagement général du site. Okay. Merci pour cette précision. Nous avons une question en lien avec l'entretien qui vient de, j'espère que je prononce bien, Min Tuan Kaile. Je suis désolée. Donc, qui demande comment cette place vivra-t-elle en hiver, donc son accessibilité, son parcours et son déneigement.
J'inviterai M. Julien Véronneau, qui est le chef de section Parc et horticulture à l'arrondissement de Ville-Marie, de répondre peut-être à cette question. M. Véronneau, c'est à vous. Bonjour. Oui, ben, en fait, on n'a pas reçu encore le plan final de la place des Montréalaises avec toutes les capacités portantes. Si on prend par exemple avec le projet du Square Vigia à côté, on a beaucoup de limitations sur la machinerie qu'on peut utiliser pour déneiger. Donc, dès que le plan va être final, il va être soumis à la division des parcs et de l'horticulture de l'arrondissement Ville-Marie, on va pouvoir étudier, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir déneiger et comment est-ce que le lien va se faire. Donc, c'est quelque chose qui va se décider beaucoup plus vers la fin du projet, selon les demandes qu'on va recevoir de part et d'autre. Parfait. Bien, merci pour ces précisions, M. Véronneau. Madame Olivier qui s'interroge à propos du concept du miroir. Donc, elle demande, en fait, elle dit d'abord merci pour ce projet. C'est intéressant et original. Et lors de la création du fameux miroir, est-ce qu'on a pensé que ça pourrait accentuer un îlot de chaleur? Donc, je pense que de nouveau, je vais peut-être inviter Mme Lapensée à y répondre. Oui, en fait, les concepteurs se sont penchés sur plusieurs questions, autant techniques que visuelles pour le miroir. Il y a plusieurs essais qui ont été faits, puis plusieurs réflexions. Donc, non, ça ne va pas accentuer l'îlot de chaleur. Je comprends l'idée parce que ça reflète, mais ça va refléter les gens, mais pas, ça ne va pas vous renvoyer la chaleur du soleil en plein visage. Puis, comme je le mentionnais, le grand nombre de surfaces vertes et de végétaux plantés aide beaucoup à diminuer l'îlot de chaleur du site en tant que tel. Mm-hmm. Okay. Bien, merci également pour ces précisions. J'ai une main levée. J'ai la main de Mme Lise Lapalme qui aurait une question. Mme Lapalme, peut-être d'ouvrir votre micro. Est-ce que c'était une vraie main levée? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Mme Lapalme. Parfait. Alors, j'aimerais savoir justement à propos de ce miroir, si on a pensé au fait que plusieurs oiseaux, quand ils sont en migration, meurent parce qu'ils se frappent au miroir. Et il y a des techniques maintenant qui existent pour que ces miroirs soient en fonction justement que les oiseaux ne s'y frappent pas. Ça serait encore, je pense, à vous, Mme Lapensée. En fait, je ne sais pas si ça a été réfléchi pendant l'élaboration du concept. Oui, ben, il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés aux concepteurs, puis oui, ils ont étudié cette possibilité-là, puis comme je vous disais, ils ont fait plusieurs essais afin de s'assurer que la surface soit sécuritaire autant que visuellement agréable. Merci. Merci beaucoup, Mme Lapalme. Merci, Mme Lapensée aussi pour la réponse. J'ai une autre main levée, c'est celle de M. Yves Lamontagne. Bonsoir. Merci pour le projet d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, M. Lamontagne. Et écoutez, je vais poser une question purement pratico-pratique. Le parc ou l'aménagement sera extraordinaire. Est-ce que, par ailleurs, comme ça débouche, il semble y avoir une ouverture sur l'autoroute, est-ce qu'il va y avoir une barrière pour empêcher les suicides? C'est pour ça que je pose une question purement pratico-pratique, mais il y a une ouverture, là. Est-ce que ce sera fermé d'une quelconque façon esthétique pour empêcher justement qu'il y ait ces invitations, je dirais, malsaines ou en tout cas malheureuses? Excellente question. J'inviterai Mme Marie-Hélène Gaboury, qui est chargée de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité, peut-être à répondre à cette question. Mme Gaboury, le micro est à vous, ouvert. Oui, bonjour. La situation par rapport à l'autoroute ne va pas changer, là. Il va y avoir, en fait, ce qu'on a présentement, donc la rue Hôtel de Ville avec un trottoir et un grand muret. Et l'autre côté, on retrouve pas directement l'autoroute. D'ailleurs, c'est une bretelle qui donne accès à l'autoroute. Donc, de ce côté-là, je ne sais pas si c'est de ce côté-là que vous pensez, là, du côté ouest de la place, la situation ne change pas. Et normalement, la personne, si quelqu'un veut se jeter de là, il n'y a pas, à ce que je sache, on n'a pas eu vent qu'il y a eu des problèmes dans ce secteur-là. Donc, mais on va prendre bonne note de votre question. Si on a plus de détails, avec tous les collègues qui participent au projet, là, on pourra amener plus de précision. Merci. J'espère que ça répond, M. Lamontagne, à votre question.
Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. On a encore un petit moment. Je ne vois pas non plus de questions dans le question-réponse. Ah oui, je crois que j'en vois une. Oui, je crois que je vois une question dans le question-réponse. Donc, une question de M. Donny Seto. Alors, qui demande, excusez-moi, je la regarde à deux endroits. Donc, la fermeture des entrées d'autoroute sur Vigée et Saint-Antoine a-t-elle été étudiée? Serait-il possible d'inclure également des panneaux d'orientation pour le quartier chinois historique? Est-ce que ça serait à M. Jabert peut-être d'y répondre? Je ne veux pas vous mettre sur le... Puis peut-être des précisions par vos collègues. Oui, effectivement, il y a eu pas mal d'études par rapport aux fermetures, par rapport aux entraves dans le secteur. Bon point par rapport aux panneaux d'orientation pour le quartier. C'est sûr que les usagers ne sont pas affectés pour se rendre au quartier chinois, étant donné qu'on est vraiment sur Vigée et nos travaux sont vraiment au sud de Vigée. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra en fait envisager en fait durant les travaux? Parfait. Est-ce qu'il y a une nécessité de préciser autre chose ou c'est complet? Parfait, très bien. J'avais vu une main levée, mais qui n'est plus levée. Donc, j'ai une... C'est bien le cas, hein? Oui. Donc, j'ai une question, probablement une dernière question. Sera-t-on informé des périodes de travaux de nuit? C'est une question de M. Collin. Il y a déjà Audrey, Mme Deblois, qui vous a parlé déjà des outils de communication. Peut-être M. Jabert pourrait préciser certains éléments plus de contenu. Effectivement, en fait, pour toutes les fermetures, vous serez informé des avis qui seront en tout cas envoyés. Donc, on a pas mal de cas de communication qui seront transmises aux citoyens pour les informer des différentes entraves. Parfait, merci. Est-ce que j'ai une autre question? Oui, donc il y a monsieur Alexandre Pope qui demande la section sous la dalle sera-t-elle bien illuminée la nuit et le soir? Donc, ça, je pense que ça devrait être, c'est le concept, probablement, Madame Lapensée. Oui, donc j'imagine qu'on parle du fameux plan incliné, le dessous qui donne sur la rue Saint-Antoine. Donc, oui, si c'est ça la question, oui, ça va être bien éclairé et bien dégagé visuellement. Parfait, très sécuritaire. Pour l'instant, je ne vois plus de questions, je ne vois plus de mains levées. Oh, une dernière question. Je dis toujours une dernière, excusez-moi, c'est parce qu'elle apparaît. Donc, il y a M. Emmanuel Lecolter, je suis désolée si je prononce mal vos noms de famille, qui demande, est-ce que le concept permettrait de remettre en service un jour la bretelle Sanguinet si jamais on se rend compte que les conditions de circulation et de sécurité piétonne au carrefour Saint-Antoine-Berry et Saint-Antoine-Saint-Hubert deviennent trop problématiques? C'est une question à la fois de concept, mais aussi de circulation. Je ne sais pas si c'est M. Jabert qui fait le... Je pourrais commencer. Normalement, non, étant donné qu'on réaménage quand même le pont Sanguinet, la rue Sanguinet. Donc, rien n'est prévu. Donc, on ne prévoit pas vraiment rouvrir cette rue-là. OK. Parfait. Donc, une autre question en lien avec l'éclairage. Prévoyez-vous des jeux de lumière avec LED la nuit pour mettre en valeur le site de nuit? Question, je ne sais pas de qui, mais bref. Madame Lapensée, je pense qu'il serait bien placé. Il n'y aura pas de jeu de lumière comme tel, mais oui, le site va être très bien éclairé. Il y avait une des diapositives qui montrait un peu une photo de nuit. Donc oui, tout est pensé avec un concepteur en éclairage. Le plan incliné va être mis en valeur, le miroir, l'emmarchement, il va y avoir des colonnes lumineuses partout. Donc oui, ça va être aussi beau de soir que de jour. Merci. Merci encore une fois des précisions sur le concept. Moi, je ne vois plus de questions ni de mains levées. Donc, est-ce qu'on... Ah, une dernière! Une dernière de M. William Mercereau qui dit « Bonjour, est-ce que le terrain de la ville au coin de
Est-ce que le terrain de la ville au point nord-est Vigée et de Bullion, en face de l'hôpital chinois de Montréal, serait toujours utilisé? J'imagine M. Jabert. Honnêtement, étant donné que c'est hors de notre zone de travaux, donc nous, pour les travaux, on ne compte pas l'utiliser. Est-ce que des aménagements sont prévus sur ce terrain-là? On peut poser la question à l'arrondissement et vous revenir avec une réponse. Parfait, merci. Donc, ça me permet, moi, de vous remercier, de vous dire que c'est ainsi que se termine notre séance d'information ce soir. Donc, au nom de toute l'équipe qui travaille sur le projet de la place des Montréalaises, moi, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir et de votre belle participation. Je vous rappelle que la présentation a été enregistrée. Elle sera disponible dans les prochains jours sur le site internet montréal.ca et sur la page YouTube. Vous pourrez donc la visionner de nouveau et vous attarder peut-être sur certaines sections au besoin, parce que le concept est très élaboré. Vous recevrez également par courriel le document qui rassemble les questions et réponses auxquelles nous aurons pris soin d'ajouter celles qui n'auront pas été répondues ce soir, ainsi qu'un sondage d'appréciation. Alors, moi, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à toutes. Merci.